Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire de l'Europe des communes. Donc petit rappel, l'Europe des communes, c'est le service de la Commission européenne en France, spécialement dédié aux collectivités locales. L'idée, c'est de vous donner vraiment du matériau, de l'information européenne un peu digérée pour les collectivités locales. C'est ce qu'on s'efforce de faire à travers un certain nombre d'outils, dont ces webinaires. Aujourd'hui, on va parler de développement urbain, de politiques urbaines, et voir un peu avec vous comment l'Europe peut vous accompagner. On a la chance d'avoir trois intervenants avec nous. On a Laura de la DG Régio à Bruxelles, donc la DG sont un peu nos ministères à la Commission européenne, qui est en charge de la politique de cohésion, politique territoriale, politiques urbaines, qui va nous expliquer un peu comment ces politiques urbaines et territoriales s'inscrivent au sens un peu plus large dans la politique de cohésion. On a ensuite Alain également de la DG Régio qui connaît très bien la France puisqu'il est dans l'unité géographique France qui va pouvoir nous dire un peu plus concrètement en termes de financement au sein de la politique de cohésion comment ça s'articule dans cette programmation. Et puis enfin, on a la chance d'avoir Amélie qui est au secrétariat de l'initiative urbaine européenne qui va nous expliquer plus en détail ce qu'est cette initiative urbaine européenne et comment vous pouvez vous en saisir aussi dans vos politiques locales. Voilà. Petit rappel, donc, si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. On prévoira aussi un peu en fonction de l'avancée, du timing, des moments questions-réponses. Si on n'a pas répondu à vos questions, on s'efforcera à la suite de ce webinaire d'y répondre par écrit. On vous fera un petit envoi avec le contenu de ces slides, le lien vers le replay si vous nous avez adoré et que vous voulez tout revoir une deuxième fois, et donc les réponses écrites à ce qui serait resté sans réponse. Voilà, je m'arrête là, je passe tout de suite la parole à Laura, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup, bonjour à tous et j'espère que vous m'entendez bien. Comme il a été dit, je vais faire une petite intervention qui concerne plus spécifiquement la dimension urbaine et territoriale de la politique de cohésion. On peut passer à la première diapo si vous voulez. C'est une des politiques qui est une des principales politiques d'investissement qui existent dans l'Union européenne, que vous connaissez très certainement, notamment avec le Fonds européen de développement régional, le FEDER. Et donc, en tout, cette politique a un budget de 392 milliards d'euros sur la période actuelle dans laquelle nous sommes, 2021-2027, et elle est active dans toutes les régions. Donc, on a un cadre qui Laura, se stipule autour de... Oui, désolé, pardon. désolé, simplement tu es un peu saccadé, je suggérerais que tu coupes ta vidéo, on va voir si c'est un Ok, petit peu je mieux. coupe la vidéo alors. J'espère que C'est c'est mieux. toujours Oui, dommage, mais j'ai on va essayer comme ça. bien Merci. sûr, pas de problème. Merci beaucoup. On a un cadre qui s'articule, je disais, autour de différents objectifs stratégiques qui guident les investissements. Et donc ça, c'est mon collègue Alain qui va vous en parler plus spécifiquement. Et on a donc des grandes priorités qui se mettent en œuvre à travers cette politique et les investissements qui sont faits dans chaque région, notamment pour la transition écologique, notamment pour le numérique, pour aussi avoir une Europe plus juste, plus inclusive, améliorer la qualité de vie en général. Donc, et au-delà de ça, dans cette politique, on a aussi très spécifiquement une dimension urbaine et territoriale. Donc, c'est donc je parlais dans ma prochaine diapositive, si on peut changer. Merci beaucoup. Donc, on a différents principes clés qui sont à l'œuvre concernant cette dimension. On promeut le fait de mettre en œuvre une approche intégrée, une approche territorialisée qui permet d'avoir une planification à long terme pour le territoire concernant les investissements qui sont faits. Et donc, pour ce nous avons une qui fait que les fonds sont à chaque fois euh, euh, ils sont à chaque fois en fait mis en œuvre à travers des stratégies qui sont spécifiquement intégrées, qui donc combinent différentes thématiques et qui combinent aussi la participation de différents acteurs et qui parfois aussi vont au-delà des frontières administratives traditionnelles et des zones administratives. Et donc on a vraiment une volonté d'avoir une approche qui n'est pas seulement thématique, mais qui vraiment intègre différentes dimensions. On se
bien sûr que l'Union européenne puisse, à travers cette approche, répondre aux attentes des citoyens, quel que soit leur lieu de résidence, et donc peu importe s'il s'agit de petites communes ou de plus grandes villes ou de territoires fonctionnels. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'améliorer la résilience économique, sociale, environnementale, et aussi d'avoir cette approche, comme j'ai dit, qui combine différentes politiques et différentes mesures qui répondent aux défis, des défis des territoires spécifiquement. Alors, dans ma prochaine diapositive, je voulais vous parler très spécifiquement de comment, quelles sont les exigences minimum que l'on a pour cette dimension urbaine et territoriale de la politique de cohésion, pour que les investissements soient effectués dans les territoires. Et comme je l'ai dit, on a différents principes, celui des stratégies qui est ici en jaune, d'avoir une stratégie qui est faite par les acteurs locaux directement, et non pas au niveau régional ou un niveau supérieur. On a une zone très précise qui doit être définie en fonction des besoins et des potentiels. Donc, comme je l'ai dit, pas forcément une zone administrative, mais qui peut être une zone plus étendue. On a aussi une approche intégrée, donc qui mélange différents types de mesures, différentes thématiques. On a un partenariat donc très important avec les acteurs locaux qui doivent être impliqués dans la création, euh, dans le design de cette stratégie. Et enfin, on a une exigence qui est d'avoir une approche participative pour la sélection des projets. Et donc ça, c'est très important. Par exemple, dans le cas de la politique de cohésion, on a les autorités de gestion France qui sont les régions, mais pour cet investissement qui sont sur les zones urbaines et territoriales, on doit avoir une implication des acteurs locaux dans la sélection de ces projets, et pas seulement de l'autorité de gestion régionale. Donc, au-delà de ça, je voulais aussi mentionner voilà, certains grands défis territoriaux et urbains que l'on vise à soutenir, à, à résoudre et à trouver des solutions grâce à ces fonds. Donc, on peut penser par exemple aux approches démographiques, aux défis démographiques qui sont très présents dans de nombreux territoires. On a aussi la dimension spatiale de la pauvreté qui peut être prise en compte à travers ces stratégies qui peuvent viser à certains quartiers spécifiques ou certaines zones qui ont des soucis très spécifiques par rapport notamment par exemple au coût du logement. On peut avoir aussi une approche qui permet de rééquilibrer les différents territoires et la polycentricité, donc qui peuvent permettre un développement plus harmonieux, plus étalé entre différentes zones. Et donc voilà, comme je l'ai dit, on peut vraiment avoir une approche qui permet de cibler différentes zones, différents types de territoires selon leurs besoins. Et très important, le dernier point, prendre en compte les capacités des autorités locales, notamment vis-à-vis de la mise en place de tous ces investissements publics et des stratégies et de leur mise en œuvre concrète. Et donc là, c'est là que je viens à mon dernier point, qui est en fait que au-delà de ces investissements, de ces fonds qui existent, on a aussi des initiatives très spécifiques pour soutenir les autorités locales pour qu'elles puissent mettre en œuvre ces principes, mettre en œuvre ces exigences, et qu'elles soient soutenues pour pouvoir vraiment avoir la meilleure approche possible dans leur territoire. Et donc on a ici deux initiatives complémentaires qui sont en place via la politique de cohésion. Donc on a l'initiative urbaine européenne, c'est ma collègue Amélie qui vous en parlera juste après, et on a aussi le programme Urbact. Peut-être que vous connaissez déjà ce programme. C'est l'objet je voulais l'évoquer très, très rapidement avec vous. On en avait déjà parlé lors d'un webinaire l'année dernière. Et donc, si on peut la prochaine, je vais rapidement évoquer ces deux initiatives. Donc, l'initiative urbaine européenne, je passe très rapidement. C'est une initiative qui vise à vraiment renforcer l'approche intégrée et participative du développement et renforcer la cohérence des différents outils qui sont à disposition des villes pour leur permettre de répondre à leurs différents besoins. Donc, on a tout un menu d'activités qui est à disposition, qui vise toutes les zones urbaines, toutes les tailles de villes, et donc pour les aider spécifiquement, que ce soit pour développer des projets innovants ou pour renforcer leur capacité et leurs connaissances. Donc je ne développe pas là-dessus, je vous allez entendre plus parler juste après.
Et la deuxième initiative, donc c'est Urbact. Donc c'est un programme qui existe depuis 2002. Peut-être que certaines de vos collectivités ont déjà participé. En France, il y a énormément de villes qui ont été actives dans ce programme, car il est géré notamment, il est géré au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et on a donc ici un programme qui permet la coopération entre villes via des réseaux thématiques. Et donc là, on permet aux villes d'échanger entre elles sur des thématiques qui leur sont importantes, où ils ont des défis particuliers dans leur ville, et donc d'améliorer aussi leurs compétences pour mettre en œuvre des politiques intégrées participatives et vraiment partager des connaissances, des pratiques avec d'autres villes, et aussi transférer certaines pratiques de ville à ville qui ont été efficaces dans d'autres endroits. Donc je voulais juste mentionner aussi qu'on a un appel à candidature qui est ouvert jusqu'au 20 mars 2024 pour participer à un réseau de transfert d'innovation. Donc là, il s'agit de transférer l'expérience d'un projet réussi qui a été financé par les actions innovatrices urbaines de la politique de cohésion, et pour élaborer un plan d'investissement pour répliquer certains de ces projets dans d'autres villes. Voilà, donc potentiellement une opportunité intéressante. Et la toute dernière diapo, c'était aussi pour vous mentionner certains outils méthodologiques qu'on a développés au sein de la Commission européenne pour permettre justement aux villes d'avoir une idée plus précise de comment mettre en œuvre ces stratégies et les différents volets qui les composent. Donc notamment cet aspect cross-sectoriel, aussi comment mesurer les stratégies, comment savoir si elles sont efficaces. Et donc, on a un outil notamment d'auto-évaluation. C'est le deuxième lien ici sur la diapositive. Et on a aussi un programme qui est spécifiquement sur les zones fonctionnelles. On a développé tout un tas d'outils aussi pour permettre aux villes de comprendre comment mettre en œuvre ces approches et de travailler conjointement. Voilà. Donc, je vais terminer là. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. On va enchaîner directement avec Alain pour voir un petit peu comment ça se décline en France, et puis on prendra un premier lot de questions à la fin de cette partie-là. Alain, à toi. Ok, merci. Bonjour à tout le monde. J'espère que le son est correct et que vous m'entendrez très bien. Donc, je suis Alain Van Rack, je travaille à la DG Régio, à l'unité en charge de la Belgique, de la France et du Luxembourg. Grosso modo, les trois pays francophones de l'Union européenne, si on accepte la région flamande en Belgique. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, petit rappel des principes de base de la politique de cohésion pour ceux d'entre vous qui sont peut-être moins familiers. On a deux outils de financement. Le premier est le cadre financier pluriannuel, qui est un petit peu le financement habituel de la politique de cohésion de l'Union en général, où nous avons 1074 milliards, dont 35% pour la politique de cohésion. La politique de cohésion s'entendant ici comme étant la politique régionale et la politique de l'emploi. Au niveau français, ça se traduit par 16 milliards pour les deux politiques, environ 9 milliards de FEDER et 7 milliards de politique de l'emploi, de Fonds social européen. Plus. À cela s'ajoute les 700... le précédent encore, s'il vous plaît. À ça s'ajoute pour cette période-ci 750 milliards de Next Generation EU, qui est un outil qui avait été décidé pendant la période de crise. On en a connu quelques-unes ces derniers temps. La grosse différence, c'est qu'en principe, c'est un outil qui est temporaire, qui ne devrait nous servir qu'entre 21 et 27. Et quand je dis entre 21 et 27, ce n'est même pas tout à fait vrai, parce que d'une part, une partie de ces 750 milliards ont servi à financer REACT-EU, qui était donc un instrument à l'intérieur de la politique régionale et des politiques de l'emploi, le Fonds social, pour intervenir dans le cadre de la résilience par rapport à la crise sanitaire. Ces montants REACT-EU sont sortis de ces 750 milliards, mais n'ont pas été affectés à la période 21-27, mais par contre, ils ont été affectés à l'ancienne période 14-20. Ce qui veut dire que les autorités de gestion sont toujours en train de gérer une partie de ces fonds aujourd'hui qui devront être consommés et payés à la fin. Les projets devaient être rentrés par fin 2023 et pour la clôture en 2025, tous ces fonds devront être liquidés. Autre particularité de Next Generation EU, ce sont des prêts. Donc, ce sont des montants qui seront un jour remboursables et qui, en plus, ne seront consommables que jusqu'à la fin 2026. Donc, il y a une discordance entre le cadre pluriannuel habituel qui, lui, court jusqu'à fin 27
paiement jusqu'à fin 29, et Next Generation qui, lui, se termine en 2026. Donc là aussi, tous les fonds qui sont actuellement mobilisés sous Next Generation EU par les autorités de gestion devront être consommés beaucoup plus vite. Ça a un impact important pour leur gestion de portefeuille. Alors pourquoi a-t-on encore aujourd'hui une politique de cohésion? C'est une question qui arrive tous les 7 ans. Chaque fois qu'on renégocie les programmes financiers, on se demande s'il faut toujours une politique de cohésion et surtout pour qui. Moi, je dirais que, égoïstement, puisque j'y travaille, je suis d'avis qu'il en faut une, mais je le démontre de la manière suivante. C'est une politique structurelle, ce qui veut bien dire que c'est une politique qui doit revenir pour corriger des inégalités entre régions qui existeront toujours. On aura toujours des régions plus riches que d'autres, et le but, c'est effectivement de pouvoir corriger ces différences entre régions. Est-ce que toutes les régions doivent être concernées? La question se pose régulièrement aussi. Est-ce que les régions riches doivent avoir accès à la politique de cohésion? Là aussi, à mon avis, la réponse doit être oui, en sachant que toutes les régions dites riches, en général, ont aussi des poches de pauvreté. Et ça se traduit très très fort. Je vais vous prendre un exemple, la région bruxelloise. C'est à la fois une région et une ville, et donc un programme FEDER. Cette région est une des 3 plus riches d'Europe, mais pourtant, dans les quartiers bruxellois, il y a énormément de poches de pauvreté. Et c'est là que le FEDER intervient. Vous pouvez répéter ce genre d'exemple sur des villes comme Paris ou Lyon ou d'autres villes en France. Donc voilà un petit peu pourquoi il y a toujours aujourd'hui une politique de cohésion et espérons qu'elle continue encore dans l'avenir. Slide suivant. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Il y a une série de priorités. Ces priorités sont aujourd'hui au nombre de 5. Donc, on est parti dans 14-20 de 11 priorités, on est redescendu à 5 dans un souci de simplification. Simplification, c'est un mot qui revient souvent dans le cadre de la politique de cohésion. Il faut reconnaître que ce n'est pas toujours très simple, donc on fait ce qu'on peut pour essayer de la rendre plus vivable sur le terrain. Je vous ai mis les 2 premières priorités en gras parce qu'elles sont obligatoires. Quel que soit l'État membre, quelle que soit la région, quelle que soit la catégorie de région, et on y viendra pour dire ce que c'est, toutes doivent absolument intervenir dans ces 2 objectifs stratégiques. Et plus particulièrement le 2, je dirais, dans la mesure où, quelle que soit la catégorie de région, il faudra toujours investir 30% de l'enveloppe FEDER sur l'OS2. Pour l'OS1, ça dépend plus de la richesse de la région, il y a une variable qui est possible de ce côté-là. Les 3 autres objectifs sont facultatifs. En France, on se sert de pratiquement tous les objectifs, un peu moins le 3, mais le 1, le 2, le 4 et le 5 sont largement utilisés dans tous les programmes régionaux. Un mot encore par rapport aux obligations qui sont liées à ces objectifs. Le 1 à 4 subissent ce qu'on appelle des conditions favorisantes. C'est-à-dire que pour pouvoir intervenir et pour pouvoir faire des investissements dans ces différents sujets, ce sont des sujets plutôt thématiques, comme on le voit, il faut que l'État membre, que les régions aient aussi une politique d'investissement, une politique de respect de certaines règles dans ces domaines. Je m'explique. Si vous voulez faire des investissements dans le domaine de l'énergie, il faut que l'État membre, la région, ait une politique dans ce domaine. Si ces différents critères ne sont pas respectés, la Commission empêchera les paiements d'actions dans ces différents domaines. L'OS5, c'est différent. L'OS5 ne subit pas l'obligation des conditions favorisantes et ça a constitué un gros débat quand on l'a mis en place, parce que c'est un nouvel objectif, il est spécifique, c'est une nouveauté 21-27. On a dit, voilà, il n'y aura pas de conditions favorisantes, mais il faut quand même qu'on sache ce qui se passe dans cet objectif. Il ne peut pas être un objectif poubelle où on met tout ce que finalement on ne trouve pas sa place dans le 1 à 4. Et donc, ce qu'on a imaginé de ce côté-là, c'est un peu ce que Laura a expliqué il y a quelques minutes, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une stratégie en place par rapport à ces investissements objectif 5. Et surtout, et c'est très important pour vous, c'est que les acteurs locaux soient complètement intégrés dans la sélection de projets et que, si vous voulez, ce soit une approche bottom-up des investissements et non pas quelque chose qui est mis en place par les régions ou encore moins par l'État membre et la Commission pour imposer ce type d'investissement. Slide suivant. Alors, les catégories de régions qui participent au financement du FEDER
sont les trois suivantes. Donc, vous avez les régions plus développées, c'est-à-dire qui ont plus de 100% du revenu net moyen au niveau européen, doivent investir au moins 85% de l'enveloppe sur l'OS 1 et 2. Certains États membres, je pense aux États nordiques et à la Flandre en Belgique, vont au-delà. Ils ne font que du 1 et 2. Ils investissent complètement dans ces deux objectifs-là. Transition, vous voyez sur le tableau, c'est entre 75 et 100% du RNB moyen. Il faut au moins 40% du FEDER sur l'OS 1 et 30% sur l'OS 2. Encore une fois, on voit ici que ce soit au niveau 1, j'ai oublié de le mettre pour les plus développés, mais ils doivent aussi mettre absolument 30% de leurs 85% sur l'OS 2. Ce sera le cas aussi pour les moins développés. Vous voyez donc les différentes répartitions. Ce qui est important de savoir ici, c'est que c'est calculé au niveau national. Donc, il n'est pas nécessaire que chacun des programmes régionaux respecte absolument à l'intérieur d'une catégorie de région ces investissements. C'est un peu compliqué à comprendre, je vais vous prendre un exemple. En France, vous avez deux régions qui sont en plus développées, à savoir Rhône-Alpes et Île-de-France. En théorie, il faudrait donc que ces deux régions investissent 85% sur l'OS 1 et l'OS 2 de leur enveloppe fédérale. Auvergne-Rhône-Alpes n'y est pas arrivé. Quand on a préparé les programmes, ils n'y sont pas arrivés pour des raisons qu'on pourra expliquer par la suite. Ils arrivaient à 83-84% de concentration thématique. C'est Île-de-France qui a compensé. Donc, au niveau de la France, on a bien nos deux régions plus développées qui respectent la concentration sur le S1 et 2, mais ce n'est pas le cas au niveau de chacun des programmes. Pareil pour la transition, si certaines régions n'y arrivent pas, on peut compenser au niveau national. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, pour passer un petit peu en revue ce qu'on peut faire dans chacun des OS, le premier, c'est l'objectif Europe plus intelligente. Ce qu'on entend souvent dire par rapport à ça, bah oui, mais c'est le programme, en fait, c'est l'objectif stratégique recherche. Et on y trouve là-dedans que des chercheurs en blouse blanche. Non, c'est pas du tout ça. Bon, bien sûr qu'il y a tout l'aspect recherche et innovation, et surtout, c'est une recherche et innovation que l'on veut avec une destination utilisable en Europe, et particulièrement dans chacun de ses États membres, mais c'est aussi du soutien aux entreprises, notamment aux PME, aux startups. Là aussi, il y a toujours un gros débat, est-ce qu'on soutient ou non les grandes entreprises? La Commission n'a rien de particulièrement contre les grandes entreprises, mais il est évident qu'à partir du moment où les budgets sont limités, ben, on se concentre sur ceux qui ont le plus besoin de nous, à savoir les PME, bien plus que les grandes entreprises. Il y a certaines exceptions pour les grandes entreprises, notamment dans le domaine de la recherche, où à partir du moment où les investissements sont faits dans des clusters où une grande entreprise entraîne avec elle des plus petites, là, dans ce cas-là, c'est possible de soutenir des grandes entreprises. Mais le focus est vraiment sur les PME et le soutien aux plus petites entreprises. Slide suivant. L'OS 2, même chose, on se concentre sur toute une série de domaines que vous voyez ici. Et là, je voudrais de nouveau faire un petit peu une distinction pour vous dire comment ça se passe à l'intérieur d'un programme et comment est-ce qu'on arrive à finalement faire nos choix. La politique de cohésion, et particulièrement la politique régionale, fonctionne suivant trois grands principes. Il y a d'abord un règlement, le règlement FEDER, le règlement FSE, qui dirige la politique de cohésion. Ce règlement est suffisamment large pour faire des investissements dans de très, très nombreux domaines, surtout pour le FEDER. J'ai l'habitude de dire que si on suivait le règlement, il nous faudrait 10 FEDER pour financer tout ce qu'on veut faire. Et donc, il nous faut d'autres outils pour faire des priorités. Le deuxième outil, c'est l'accord de partenariat que l'on passe entre les États membres et la Commission. Donc, particulièrement, ce qu'on a fait en 2021-2022 avec la France, c'est qu'on a discuté avec l'État membre pour dire, voilà, on a cette enveloppe de 16 milliards, qu'est-ce qu'on va faire en France avec ces 16 milliards? Et ce qu'on ne va pas faire non plus. Donc, dans ce document qui est l'accord de partenariat, il y a toute une série de choses que l'on prévoit de faire ou non. Mais même avec ça, encore, on se retrouve avec des distinctions à faire et c'est là qu'interviennent vraiment les programmes régionaux. Donc, les programmes régionaux sont déclinés à partir de cet accord de partenariat. Tant il est vrai que les priorités ou les besoins des régions sont très variables. Ce qu'on a besoin en Hauts-de-France n'est pas nécessairement la même chose qu'en région sud, par exemple. Et dans une liste comme telle qu'on l'a ici sur l'OS 2, ben, il se peut très bien qu'une région ait plus besoin d'énergie renouvelable, une autre plus de biodiversité, et j'en passe. Et il ne faut pas encore oublier non plus, dans le
le cadre de la France, les régions ultrapériphériques qui sont encore avec des besoins totalement différents de ceux de la métropole. C'est là qu'interviennent vraiment les négociations que nous avons eues en 21-22 avec les différentes régions pour établir un programme, je dirais, relativement à la carte, même si, évidemment, il respecte les principes de l'accord de partenariat et du règlement FEDER. Slide suivant, je vais passer très vite sur celui-là parce que l'OS3 est très peu utilisé en France. Étant donné qu'il y a relativement peu de choses en matière de transport, là aussi, on n'a pas spécialement de problème avec le transport, mais les enveloppes étant relativement faibles, même si ce sont des gros montants, mais à l'échelle de 7 ans d'investissement et d'un État de la taille de la France, ça devient quand même relativement faible. Et si on se mettait à faire du transport et à ne faire que du transport, ben on viderait les enveloppes tout de suite et on louperait toute une série de possibilités dans d'autres cadres d'investissement. Objectif 4, qui est le cadre du slide suivant, où on retrouve là typiquement tout ce qui sera fait comme investissement sous le Fonds social européen, mais pas seulement. Particulièrement après la crise, on a introduit dans cet objectif-ci toute une série de politiques qu'on ne menait plus tellement en 14-20, notamment le soutien au tourisme, à la santé, à la culture, qui sont redevenues véritablement des possibilités de financement avec le FEDER, et où l'on y met une certaine dimension sociale. Donc ce serait plutôt les aspects soutien à l'emploi, soutien à la formation, soutien à la personne, je dirais, dans le cadre de ces secteurs. Il est évident aussi qu'on peut soutenir, par exemple, une entreprise de tourisme dans le cadre de l'objectif 1. Soutien à une PME du tourisme, c'est parfaitement possible sous l'objectif 1. Une entreprise de tourisme est une entreprise comme une autre. Donc ici, quand on parle tourisme, santé et culture, c'est plutôt sous un aspect programme de contenu ou programme de soutien à la personne. J'en arrive alors à l'objectif 5, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un objectif qui n'est pas thématique, où on a deux grandes conditions qu'a rappelé Laura, avoir une stratégie d'une part et avoir la participation des autorités locales d'autre part. Ce sont des soutiens qui vont très très fort dans le domaine effectivement du tourisme, de la culture, mais aussi des zones urbaines et la revitalisation des zones urbaines, soutien à des zones de commerce par exemple. Il y a plusieurs possibilités dans ce domaine-là aussi. Et avec une spécificité française qui sont les programmes qui visent les montagnes et les bassins fluviaux. Il y en a 6 ou 7 en France, je pense. C'est quelque chose qui est unique. Vous n'avez que ça qu'en France, même si d'autres États membres s'y intéressent maintenant. Où là, on n'est plus dans le cadre d'un programme régional, mais d'un programme qui couvre une zone. Et donc, dans le cadre, par exemple, du programme Rhône-Saône, ce programme part de la frontière suisse pour se terminer en Méditerranée. Il couvre 4 régions françaises. Il a la spécificité de passer d'une zone en transition vers la zone plus riche qu'est Rhône-Alpes. Et il est évident qu'on a dû mettre des mécanismes au point pour qu'on puisse suivre ces programmes et respecter toutes les contraintes réglementaires, sans devoir expliquer à l'eau du Rhône qui passe de transition en plus développé, puis retourner en transition. Ils s'en fichent royalement et il faut qu'on trouve évidemment des indicateurs qui nous permettent de suivre tout ça. C'est technique, on est arrivé à des accords par rapport à ça, tant avec les services de la Commission qu'avec l'État membre, et donc c'est réglé. Slide suivant, s'il vous plaît. Ici, je vous ai remis une carte d'éligibilité 21-27, où l'on voit que les deux, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la France métropolitaine, mais aussi les RUP, sont tous en transition, sauf dans le cadre des RUP, je pense, la Réunion qui est en... Pardon, tous en transition, sauf les RUP qui sont en moins développés, sauf la Réunion qui est en transition aussi, et que Île-de-France et Rhône-Alpes, et uniquement Rhône-Alpes, pas la partie auvergnate de la nouvelle région Aura, sont les deux seules régions françaises en plus développées. Suivant. Oui, là je reprends un petit peu toute une série de petites questions qu'on reçoit régulièrement. L'OS5 est souvent perçu comme étant l'axe urbain. Et donc, est-ce qu'on a une vie urbaine si on n'a pas d'OS5? Bien entendu. Ce qui veut dire que, d'une part, tous les États membres et régions qui n'utilisent pas l'OS5 ont les mêmes obligations que celles qui l'utilisent, à savoir d'utiliser 8% de l'enveloppe FEDER pour des investissements urbains. Ces 8%
peuvent être dépensés dans le cadre de l'OS1 ou OS2, et c'est principalement dans le cadre de l'OS2 que ça se retrouve. Est-ce que ça veut dire qu'un programme qui utilise de l'OS5 ne peut faire ses investissements urbains que sur l'OS5? Non, on peut combiner les deux, on peut très bien combiner les investissements urbains sous le 5 comme sur le 2. Ce sont en fait des systèmes qui sont bêtement et méchamment calculés par un ordinateur. Il y a toute une série d'indicateurs qui sont repris comme étant reconnus comme étant investissements urbains, oui ou non, et c'est ainsi qu'on arrive à ces fameux 8%. Encore une fois, je rappelle, ces 8% sont calculés au niveau national. Donc, si des programmes n'arrivent pas tout à fait à ces 8%, et c'est le cas de certains RUP, eh bien, c'est compensé au niveau national par d'autres programmes qui, eux, dépensent largement au-dessus. Je pense à Centre-Val de Loire qui est à 11. Dans ce cas, évidemment, nous, on calcule au niveau de l'État membre français pour se dire, oui, on est arrivé à ces 8%, ou non, on n'y arrive pas, il faut encore faire un effort. Et on y est, bien entendu. Alors, la notion de POI, programmes opérationnels interrégionaux, c'est ce que je viens de citer. Ce sont les programmes qui couvrent des zones montagneuses ou fluviales et qui passent au-delà des frontières régionales qui sont celles des programmes FEDER classiques. Est-ce qu'on peut n'investir ou est-ce qu'on doit n'investir que dans des villes pauvres? Non. C'est même la même chose pour un programme FEDER classique. C'est évident qu'on se concentre sur les régions les plus pauvres, c'est celles-là qu'on essaie de faire sortir de leurs difficultés, mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas éligibles. S'il y a un très beau projet dans une région ou une ville dite riche, c'est parfaitement possible. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec Bruxelles. J'en ai un autre en Centre-Val de Loire, où récemment je m'y suis rendu, pour examiner avec les bénéficiaires la possibilité de faire un financement. Les investissements ont été faits dans une zone plutôt riche de Centre-Val de Loire. Les conditions d'éligibilité étaient respectées, il n'y a aucun problème pour qu'on puisse financer ce projet. Le financement est décidé par les autorités de gestion, donc ce n'est pas la commission qui fait la sélection des projets, ce sont les autorités de gestion, sous notre contrôle bien entendu, sous contrôle de respect des principes et règlements, mais le choix est bien porté par les autorités de gestion qui sont souveraines dans ce domaine-là. Les priorités sont, bon, ça c'est l'élément que je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a un règlement à l'accord de partenariat des programmes qui nous permettent d'arriver aux structures mises en place et aux investissements qui sont consentis. Alors, comment est-ce que ça se passe ailleurs? Est-ce qu'il y a des exemples, des bonnes pratiques à citer par rapport à d'autres approches? Je cite l'exemple de la Finlande pour la raison suivante, c'est que très souvent j'entends en France dire oui, on ne va pas faire des investissements parce que nous sommes une commune trop petite, on a peur d'y aller, c'est compliqué, etc. C'est vrai, c'est compliqué, je le reconnais, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le FEDER, c'est pas facile, et qu'une petite structure peut avoir du mal à se mettre en place. Tout d'abord, il y a toujours le soutien de l'autorité de gestion qui est très présent. Je pense qu'elles font du très très bon boulot, justement par rapport aux plus petites structures, que ce soit les entreprises ou des communes d'ailleurs. Mais il y a aussi la possibilité de se grouper. C'est là qu'intervient l'exemple finlandais. C'est qu'il y a quelques années déjà, les Finlandais qui avaient ce même problème, avec des petites communes qui voulaient y aller, mais qui n'avaient pas la capacité administrative de le faire. C'est la ville de la capitale, Helsinki, qui a pris toute l'initiative en place, qui a pris toute la partie difficile, c'est-à-dire de la mise en place administrative, du suivi, ce qu'on appelle en anglais l'admin burden, tout en redistribuant par la suite l'enveloppe aux 6 autres villes ou aux 5 autres villes qui participaient avec elle. Il y avait là-dedans Helsinki en tant que grande ville, Tampere en tant que ville plus moyenne, et toute une série de plus petites communes que je ne pourrais même plus vous citer, tant les noms étaient compliqués que je ne connais pas. Et cet exemple a très très bien fonctionné, puisque chacun avait ses spécificités. Il est évident que le petit patelin quelque part en Laponie n'avait rien à voir avec les priorités qu'il pouvait y avoir à Helsinki, et le système a bien fonctionné également. Relativité de la taille des villes, autre chose que j'entends souvent en France, ah, je suis une ville de 50, 60, 80 000 habitants, je ne vais pas y participer, je suis trop petit. Bon, à côté de ça, vous avez des villes comme j'en ai ici en Belgique, où à moins de 10 000 habitants, on participe et on a des projets qui fonctionnent. Donc, il faut aussi se rendre compte que même si on est plus petit, c'est parfaitement possible. Encore une fois, le soutien de l'autorité de gestion dans ce domaine-là est capital. Aménagement des berges à Anvers, c'est un exemple que je voulais prendre parce que justement, je vous disais tout à l'heure que c'est possible dans des zones riches. Anvers est une ville riche, dans une région riche et un État membre riche. Ça n'aura pas empêché, sans recourir à l'objectif 5, de faire un aménagement des berges, c'est-à-dire le rehaussement des berges de l'Escaut pour éviter les inondations du port,
de la ville d'ailleurs, parce que c'est vraiment tout près du centre-ville. J'ai participé l'année dernière à l'inauguration de ce projet qui est très très bien et qui, encore une fois, démontre que, quel que soit un petit peu le contexte dans lequel on évolue, il est parfaitement possible, quelle que soit la catégorie de région, quelle que soit la structure de l'État membre, de fonctionner avec des projets pour autant qu'ils soient bons et qu'ils respectent les règlements et les priorités que nous avons établis. Je crois que j'en ai fini et que je peux vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup, Alain. Donc, on termine ici un peu la première section. L'idée, vous l'aurez compris, c'était de faire un petit guide de navigation un peu de tous ces programmes qui peuvent être un peu complexes. Pour vous qui êtes porteurs potentiellement de projets de politique urbaine au sens large, les messages sont relativement clairs. Le premier, c'est quand même, bon, il faut faire encore un peu de travail, il faut aller voir programme par programme ce qui existe dans votre région. Ça, c'est un peu la prochaine étape. Dans le petit paquet qu'on vous enverra, on vous enverra des liens utiles vers ces programmes opérationnels et puis vers aussi les contacts, spécifiquement les contacts Europe, notamment au sein des conseils régionaux, qui peuvent être des premiers points d'entrée pour la discussion. Mais donc il y a un petit peu de travail une fois qu'on se saisit de ce document pour se dire où est-ce que je peux m'intégrer. Vous avez compris, on a cet OS 5, objectif 5, où on trouve de la politique territoriale intégrée avec ces critères que Laura a définis. Mais pas seulement, et on a des gros volumes à aller chercher sur les premiers objectifs OS1 et objectifs OS2, bien sûr, pour, je dirais, des territoires plus durables et plus verts. Donc, une fois que vous êtes repéré là-dedans, l'étape d'après, et ça, à ce stade, ça n'aurait pas trop de sens de rentrer dans les détails de chacun et de chacun, parce que c'est spécifique à vos territoires, c'est de comprendre comment vos projets peuvent en principe s'insérer, et puis quel est le vrai calendrier derrière d'appel à projets qui concerne mon territoire. Et avec tout ça, vous avez une cartographie spatiale, thématique et puis calendaire, j'allais dire, pour voir ce que vous pouvez faire. Voilà, donc on vous enverra ces liens utiles, on vous enverra aussi un lien, j'ai vu que c'était une des questions, vers des listes de projets. On a une carte, on a un site qui s'appelle Cohesio qui peut vous donner des illustrations aussi du type de projet qui a pu être mis en place. Donc on se permettra de vous envoyer tout ça. À ce stade, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions auxquelles Laura avait directement répondu dans le chat. On pourra les reprendre par la suite dans notre envoi, mais je suggérerais de passer, vu qu'il est déjà 14h40, à notre petit zoom sur l'initiative urbaine européenne avec Amélie. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous cet après-midi et de pouvoir prendre la parole après les présentations et les introductions de Laura et d'Alain, qui vous ont donné un aperçu assez général et spécifique aussi de la politique de cohésion et de sa dimension urbaine. Moi, de mon côté, je vais vous présenter et discuter avec vous du soutien que peut vous apporter spécifiquement l'initiative urbaine européenne. Et je voudrais juste en profiter en introduction pour remercier la représentation de la Commission en France pour l'organisation de ce webinaire, parce que c'est la première fois que je peux m'adresser ici en France directement à nos potentiels bénéficiaires. Et donc, je suis ravie de pouvoir être là pour apporter tous ces éclairages et une introduction quant à l'initiative urbaine européenne. Laura a mentionné l'initiative. Donc, l'initiative urbaine européenne est un nouvel... si on peut revenir juste à la slide d'avant, est un nouvel instrument de la période de programmation européenne en cours, donc 2021-2027, qui est en gestion indirecte de la Commission européenne, qui en fait a délégué sa mise en œuvre à la région Hauts-de-France en tant qu'entité mandatée. Donc la région Hauts-de-France étant très expérimentée quant à la gestion de programmes européens, notamment Interreg Europe, que vous connaissez peut-être, mais également Action innovatrice urbaine, qui est le prédécesseur d'un des piliers de l'initiative urbaine européenne, donc lors de la dernière période de programmation.
Plusieurs objectifs sous-tendent à la création de l'initiative européenne. Donc là, on peut peut-être montrer la slide suivante. Le premier, donc EY, pardon, j'ai mis l'acronyme en anglais, désolée. Donc l'initiative urbaine européenne a été créée tout d'abord dans le but d'identifier et de tester des solutions qui sont innovantes et qui peuvent être transférées à d'autres villes en Europe pour faire face à des défis urbains qui sont pertinents au niveau de l'Union européenne, mais des défis urbains qui sont auxquels doivent faire face la ville candidate. À des défis aussi qui sont rencontrés dans la mise en œuvre du développement urbain durable au niveau local. L'initiative a aussi été créée pour renforcer les capacités des villes en matière de développement urbain durable. On parle ici de renforcement des compétences, de développement des compétences, en anglais de capacity building. Et enfin, l'initiative urbaine européenne a été créée pour communiquer, pour diffuser largement et rendre accessibles toutes les connaissances qui sont issues des projets qui sont mis en œuvre, des activités qui sont mises en œuvre dans le cadre de l'initiative urbaine européenne et aussi plus largement d'autres organisations et d'autres initiatives européennes qui soutiennent le développement urbain durable. Le dernier élément de l'initiative urbaine européenne et pour lequel elle a été créée et également le soutien à la mise en œuvre de l'agenda urbain pour l'Union européenne. Donc l'initiative urbaine européenne est impliquée dans cette mise en œuvre et dans la coopération intergouvernementale sur les questions urbaines. Donc ce qu'il faut retenir, et on va le voir dans la slide suivante, c'est que l'initiative finalement est basée sur 3 piliers en termes de soutien pour les villes. 3 piliers qu'on peut appeler 3 piliers de service finalement. Donc vous voyez le premier, c'est le financement de projets urbains innovants. Le deuxième, c'est, comme je disais tout à l'heure, soutenir et renforcer les capacités des villes. Et le troisième, c'est rendre accessibles les connaissances urbaines via notamment une plateforme qu'on a mis en place et qui s'appelle Portico et que je présenterai un peu plus tardivement lors de mon intervention. Si nous commençons par le premier pilier avec la slide suivante, quelques mots donc, concernant le financement de projets innovants. Ce soutien s'inscrit dans la continuité du programme Action innovatrice urbaine que je mentionnais tout à l'heure et dont vous avez peut-être entendu parler. Et nous avons, avec ce pilier, avec ce soutien aux actions innovantes, une ambition, c'est celui vraiment de favoriser le déploiement d'innovations urbaines et de donner en fait l'opportunité aux villes de piloter des idées, des projets qui seraient risqués, qui seraient ambitieux, mais qui viseraient à répondre autrement et qui viseraient à répondre de façon innovante, créative à un défi urbain particulier. Et on permet aux villes du coup de vraiment faire ce test de ces projets, de ces idées dans un environnement urbain réel. Ici, on a 2 niveaux de soutien. Donc désolée, je me suis rendu compte que j'ai laissé quelques mots en anglais, donc je vais corriger tout ça dans la présentation qui vous sera transmise. Tout d'abord, un soutien financier. Donc les projets peuvent être cofinancés jusqu'à 80 du budget du projet et jusqu'à hauteur de 5 millions d'euros dans le cadre du Fonds européen de développement régional. Et nous offrons également un soutien en termes de capture, de partage, mais aussi de transfert de toutes les connaissances qui peuvent être générées finalement par la mise en œuvre du projet pilote, afin que tous ces acquis, tous les apprentissages soient partagés au plus grand nombre de villes et transférés au plus grand nombre de professionnels de l'urbain qui pourraient être intéressés et qui feraient face aux mêmes problématiques sur leur territoire. Donc les projets se doivent d'être innovants, participatifs, mesurables, transférables.
Donc ça, ce sont des critères clés qu'il faut prendre en compte lors du développement de ce type de projet. Ces projets sont menés par des autorités urbaines, des villes de plus de 50 000 habitants. On a effectivement cette limite de 50 000 de villes de 50 000 habitants dans le cadre du financement des actions innovantes, mais ça peut être aussi un groupement de plusieurs communes sur une aire urbaine continue. Et le projet est conçu et aussi mis en œuvre conjointement avec des partenaires locaux. Donc le partenariat local est aussi un élément très fort des projets actions innovatrices. Nouveauté de cette période de programmation, on souhaite que les partenaires de transfert puissent faire partie de l'aventure de la mise en œuvre du projet innovant, et donc ils rejoignent le projet dans le cadre de sa mise en œuvre à un moment clé pour suivre sa mise en œuvre et voir comment l'adapter au niveau local pour répondre à la problématique qui est similaire sur leur territoire. Le prochain appel à projet aura lieu en mai de cette année. Donc restez attentifs car les thématiques de cet appel à projet seront communiquées environ 2 mois à l'avance, donc aux environs de mars cette année. Le deuxième pilier que je mentionnais tout à l'heure est celui relatif donc je l'ai traduit par développement des compétences, ça peut être renforcement des capacités des professionnels de l'urbain, et au regard évidemment toujours du développement urbain durable. Qui est concerné? Ce sont toutes les villes de l'Union européenne qui mettent en œuvre le développement urbain durable sur leur territoire, et l'idée derrière ce soutien, c'est vraiment de vous accompagner, d'accompagner les villes sur ce chemin du développement urbain durable tel que défini au niveau européen. Laura en a parlé tout à l'heure, notamment au regard de l'approche intégrée et participative du développement urbain durable. Et c'est aussi accompagner la conception et la mise en œuvre globale des stratégies, des politiques et des projets de développement urbain durable. Ce soutien, il est fourni au travers de 3 activités principales chez nous. Donc tout d'abord des échanges entre villes, comme vous pouvez le voir sur le petit dessin, si on peut revenir sur la slide d'avant. Sur le petit dessin qui est à droite, donc des échanges entre villes, des évaluations par les pairs qu'on appelle aussi peer review, et des événements dédiés. Et comme vous voyez, c'est des pièces de puzzle qui se mettent ensemble finalement pour apporter vraiment une offre sur le sujet de renforcement des capacités qui est la plus complète possible. Donc on peut maintenant aller sur la slide suivante pour évoquer ensemble plus à même les échanges entre villes. Si on peut passer à la slide suivante. Les échanges entre villes, en fait, réunissent une ville qui doit faire face à un défi ou à une question particulière qui est en lien avec le développement urbain durable, et 1 ou 2 villes de l'Union européenne qui a déjà relevé ce défi ou cette question particulière et peut partager son expérience et son expertise. Ici, c'est un formulaire de candidature qui est très simple. Nous nous engageons à répondre très rapidement, sous 4 semaines maximum. Et la visite peut être rapidement mise en œuvre aussi entre 2 et 5 jours. Là, c'est vraiment une opportunité de soutien qui dépend entièrement de vos besoins, des besoins des villes, et qui est très facilement accessible, je dirais. Qui est ouvert à toutes les villes, et l'appel à candidature est permanent. Donc il est ouvert, il est sur notre site. J'ai mis le lien vers la page correspondante, et en termes de soutien concret, si on peut aller sur la slide suivante. Vous verrez dans cette slide ce qu'on peut offrir. Donc il est tout d'abord d'ordre financier pour soutenir les villes candidates ou qui demandent finalement, qui sont à l'initiative de cette
de cet échange entre villes et les villes qu'on appelle pairs, donc les villes qui vont fournir enfin qui vont apporter cette expérience et cette expertise sur la question qui est souhaitée être abordée par la ville qui est à l'initiative. Donc voilà, on soutient en matière de voyage, d'hébergement, également d'indemnité. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que tout ça est sur la slide et également sur notre site web et on est un petit peu pris par le temps. Mais voilà, le plus gros des éléments est ici. On soutient également en termes de contenu et d'expertise. Donc, on prend en charge, enfin, on met à disposition un modérateur pour faciliter l'échange entre les villes, pour mettre en place une méthodologie d'échange et pour aider aussi à la rédaction du rapport qui est nécessaire à la fin de l'échange. Et on vous aide également à identifier les pairs, donc en amont de la demande. On est là, nous, Initiative, pour faciliter le contact aussi avec d'autres autorités urbaines à travers l'Union européenne. Et vous pouvez aussi facilement trouver des exemples sur la plateforme que je mentionnais tout à l'heure, Portico, partout en Europe, qui peut vous aider à trouver ces pairs. Un petit mot sur un exemple qui est en cours, donc dans la prochaine slide, qui est d'ailleurs le premier échange entre villes qui a été mis en œuvre entre la métropole européenne de Lille et la ville de Turin. Donc, il y a eu une volonté d'échanger sur le plan directeur Bord-de-Dole 2040 qui est porté par la métropole lilloise et la trame verte et bleue de Turin. Notamment sur toutes les approches qui associent experts techniques et politiques. Et voilà, et il a été, enfin, l'adjoint au maire de Turin a récemment indiqué lors d'un événement en octobre que il y a des vrais bénéfices au regard de ces échanges-là, à la fois pour les décideurs, donc politiques, mais aussi pour évidemment le personnel de la ville. La deuxième activité de renforcement des compétences, c'est ce qu'on appelle les peer reviews ou les évaluations par les pairs. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Si on peut aller sur la slide suivante, c'est l'opportunité pour 3 à 5 villes de se réunir pour discuter de leur stratégie de développement urbain durable, qui sont financés dans le cadre du FEDER, et obtenir des recommandations de la part de pairs. Donc, c'est un événement de ville pair. Donc, c'est un événement de 2 jours avec une préparation très structurée, une méthodologie qui est fixe et un processus de mise en œuvre qui dure de 4 à 6 mois. Donc là, ça fonctionne par appel à projet. Le prochain devrait être ouvert en février. Notre soutien, c'est un soutien financier sous forme de remboursement des frais de déplacement, d'indemnités journalières. Nous fournissons également toute l'expertise pour la préparation générale et la modération des échanges. Et également, nous sommes en charge de l'organisation de l'événement en tant que tel et de toutes les interactions, de toutes les réunions préparatoires qui ont lieu en ligne. Un petit exemple pour illustrer. Donc, un exemple avec une peer review, donc une évaluation pour les pairs qui a eu lieu au Portugal, à Coimbra. Donc, c'est 3 villes qui se sont réunies et un total de 18 pairs qui ont partagé leur expérience en matière de stratégie de développement urbain durable. Donc, il y a eu plusieurs sessions interactives lors de cet événement, lors de ces 2 jours tous ensemble. Et les villes et les pairs ont eu l'opportunité d'échanger, mais du coup aussi de renforcer leurs capacités sur un certain nombre de sujets que vous voyez là en ligne, donc comme par exemple assurer l'engagement sur l'écran, pardon, comme assurer par exemple l'engagement continu des parties prenantes, comme lier des actions qui sont planifiées dans le cadre de la stratégie aux programmes financiers existants. Ils ont également échangé sur la pérennité de services quand la population diminue, etc. etc. Donc, voilà, donc ça c'est à propos des peer reviews et de l'évaluation par les pairs. Et concernant toutes ces activités, si on peut aller à la slide suivante,
Ah oui, pardon. Effectivement, les événements. Donc, c'est le troisième type d'activité que nous offrons. Si on peut aller à la slide suivante. Et les événements réunissent donc les villes, les autorités urbaines, les autorités de gestion également et les parties prenantes pour qu'elles puissent échanger entre elles. Donc on est vraiment sur faciliter les échanges entre toutes les parties prenantes au regard du développement urbain durable et sur les problématiques liées au développement urbain durable. Donc l'idée, c'est vraiment de fournir cet espace d'échange, mais aussi de faciliter finalement la création d'une communauté de villes au niveau européen et de faciliter toujours encore cet accès à la connaissance et au renforcement des capacités dans le cadre du développement urbain durable. Et on a différents types d'événements, donc des événements à dimension européenne, mais aussi des événements qui sont plus, comment dire, organisés sous forme de cluster, donc qui réunissent plusieurs États membres autour d'une seule et même problématique, ou alors des événements qui peuvent être nationaux. Au regard de toutes ces activités, si on peut passer à la slide suivante, nous sommes là pour vous aider. Donc là, vous verrez dans cette slide plusieurs manières de nous contacter et de vous faire aider, notamment pour développer une application dans le cadre et soumettre une candidature dans le cadre des échanges entre villes. Le troisième pilier, je vais me dépêcher parce que je vois l'heure tourner. Le troisième pilier de soutien dans le cadre de l'initiative urbaine européenne est celui qui est lié aux connaissances en matière de développement urbain durable. Et notre objectif ici est vraiment de faire en sorte de partager, de capitaliser sur toutes les connaissances en matière de développement urbain, surtout de rendre accessibles les informations et ces connaissances en lien avec les questions urbaines, aux villes et aux professionnels de l'urbain. Donc ça, on va le faire via des exercices de capitalisation, des activités qu'on appelle des polysyllabes et qui regrouperont des professionnels de l'urbain sur une thématique en particulier pour capitaliser sur des résultats de projets qui sont mis en œuvre et d'activités qui sont mis en œuvre dans le cadre de l'initiative urbaine européenne. Et surtout, on va aussi rendre accessibles ces connaissances via la plateforme de connaissances européenne Portico. C'est peut-être la première fois que vous en entendez parler, j'espère que non, mais elle vient tout juste d'être lancée en octobre dernier. C'est une forme de one-stop shop, je dirais, d'une librairie de contenu en fait, qui réunissent les connaissances qui sont générées par plusieurs initiatives et organisations européennes dans le cadre de la politique de cohésion, mais aussi au-delà et surtout qui soutiennent le développement urbain durable. Donc vous y trouverez de connaissances, ce qu'on appelle un panorama urbain, une communauté aussi, des pages spécifiques par pays, une base de données de pratiques urbaines et je vous invite à scanner du coup le QR code qui vient d'apparaître à l'écran pour vous inscrire, devenir membre de la plateforme et du coup de bénéficier de tous les services et de toutes les informations. Et rapidement pour terminer, un aperçu du panorama sur la slide suivante que nous construisons au fur et à mesure et qui vise à regrouper en fait à un seul et même endroit toutes ces initiatives que je mentionnais et toutes les organisations qui travaillent et soutiennent le développement urbain durable. Et vous, comme vous voyez à gauche, vous pouvez en fait filtrer en fonction du service et du soutien que vous recherchez ou d'une thématique en particulier. L'idée, c'est d'y trouver également des appels à projets qui sont ouverts et qui sont destinés aux villes. Donc, nous avons d'ailleurs une page dédiée à laquelle vous pouvez accéder. Donc, c'est un travail qui est en cours. Donc, pour l'instant, ce listing et ce panorama n'est pas totalement exhaustif. On y travaille tous les jours. Mais n'hésitez pas, le but, c'est que ce soit une ressource utile pour vous. Voilà, un dernier mot de ma part. L'initiative urbaine européenne a désormais un réseau de points de contact aussi au niveau national, au niveau des États membres. Et pour la France, c'est Mathieu Copper qui est le point de contact Initiative urbaine européenne. Et il est également le point de contact Urbact, donc peut-être que vous le connaissez ou vous avez déjà croisé son nom. N'hésitez pas à le contacter directement si vous avez des questions sur le soutien que l'initiative apporte et sur toutes les opportunités. Évidemment, le secrétariat de l'initiative reste accessible et
Et vous pouvez nous contacter également directement. Voilà, ma présentation était dense, parce qu'on a une offre dense, et qu'on espère la plus complète possible aussi et qui vous est totalement destinée et dédiée et donc merci pour votre attention et je répondrai à toutes les questions, certainement par écrit, vu le temps imparti qui nous reste, mais voilà, je conclus ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amélie. On va prendre le temps pour ceux qui le souhaitent et qui ont encore quelques minutes à nous consacrer pour une ou deux questions qui sont apparues dans le chat. Mais donc quelques mots un petit peu de conclusion quand même à la fin de cette heure. L'idée c'était vraiment de vous dire, voilà, si vous avez des projets de développement urbain plutôt, j'allais dire, d'ordre local en matière d'investissement, c'est assez classiquement, entre guillemets, du côté de la politique de cohésion qu'il va falloir vous tourner. Et vous avez eu ce petit guide de comment vous repérer, où aller chercher potentiellement au sein de ces programmes opérationnels les thématiques de façon assez transversale, on l'a vu, qui peuvent concerner les politiques urbaines. Si vous avez ensuite des projets qui sont soit vraiment très structurants, très innovants, ou un besoin de monter en compétences et d'échanges. Là, on a cet outil quand même assez riche, on vient de le voir autour de l'initiative urbaine européenne, qui vient compléter ça et qui va pouvoir vous offrir tout un tas d'opportunités de soutien et d'échanges donc dans deux blocs assez complémentaires. On avait donc quelques questions peut-être à destination d'Amélie. Il y a Alain qui voulait prendre la parole. Alain, je crois avant peut-être que tu voulais reprendre la parole, c'est ça? Oui, ben, c'était pour justement donner déjà quelques petites réponses à des éléments que j'ai vus dans le chat, peut-être rapidement, si vous êtes d'accord. J'ai vu une question sur la possibilité d'être éligible en tant que village et pas seulement en tant que ville. Oui, c'est possible, bien sûr. Je dirais que ce soit ville ou village et que ce soit aussi par rapport à cette demande à la Nouvelle-Aquitaine sur l'histoire du réaménagement d'une place, l'éligibilité est une chose, la qualité du projet en est une autre. Et comme on fait comme les autorités de gestion font des appels à projets, forcément, et vu les disponibilités financières, ils vont avoir un système mis en place de rating, de qualité de projet, et ils soutiendront les meilleurs. Donc, plus on pourra faire montre d'un apport réel par rapport à toutes les priorités, plus le projet a des chances de passer. Je reviens encore à mon exemple des berges d'Anvers. Il répondait à trois critères. C'était la lutte contre les inondations, c'était le verdissement d'un quartier urbain, et c'était de rendre ce quartier urbain attractif. Ils avaient fait des zones de sport pour les jeunes. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est amener un projet de qualité. Il y aura plus de chances de passer. J'ai vu une question sur le financement en rue avec du FEDER. Là, il faut se rattacher à deux notions. La notion de complémentarité entre les fonds et la notion de double financement. On recommande effectivement que les fonds soient complémentaires, donc par exemple le FSE complète le FEDER et inversement, ou d'autres outils de financement de l'Union européenne, mais on ne peut pas double financer, ce qui veut dire qu'une action, un projet ne peut pas recevoir des financements de plusieurs outils européens. C'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas mettre du FEDER en même temps que du plan de relance sur la rénovation énergétique d'un bâtiment. Par contre, ce même bâtiment pourrait être, mettons que ce soit un musée, il pourrait très bien être soutenu d'une part par le FEDER pour le contenu du musée et par le plan de relance pour le réaménagement du bâtiment. Ça, c'est fort possible. Donc, justement, bien faire la distinction. Est-ce que je finance une action avec deux outils différents de l'Union européenne? C'est non. Est-ce que je complète des financements avec différentes actions dans un même projet? C'est oui. J'ai vu aussi une question sur la refonte éventuelle des priorités après les élections de juin. Non, les élections ne vont pas du tout influencer les priorités actuelles. Il y aura une révision des priorités et des programmes à l'horizon de 2025, avec possibilité de réaffecter des fonds en fonction du succès ou non de certaines mesures, et tout en respectant toujours, bien entendu, le règlement et les critères que j'ai démontrés tout à l'heure. Mais ce ne sera même pas obligatoire. Si les autorités de gestion considèrent que leur programme correspond toujours aux besoins de la région, ils pourront continuer comme ça. Il y a aussi l'évaluation à faire par rapport à ce qui est déjà consommé dans les enveloppes, oui ou non. Je peux vous dire qu'il y a pas mal d'enveloppes déjà, certainement du côté de l'ES5, qui sont victimes de leur succès, où certaines régions ont reçu des projets pour 5 fois l'enveloppe. Merci.
Peut-être de mon côté, j'ai vu passer deux questions plutôt pour Amélie. La première, c'était est-ce que les départements, en tant que collectivité au niveau département français, sont éligibles à l'initiative au titre de leur, pour le coup, de leur politique urbaine, bien sûr, ou pas? Et la deuxième question, c'était sur donc, ce seuil de 50 000 habitants. Est-ce qu'il concernait seulement la partie action innovante ou l'ensemble des actions? Je comprends que c'était vraiment sur la partie action innovante, mais si tu pouvais peut-être nous le confirmer ou infirmer. Oui, bien sûr. Alors sur l'éligibilité des départements, dans le cadre de actions innovantes ou renforcement des capacités, cette offre est vraiment réservée aux villes, ou aux intercommunalités. Par contre, évidemment, les autres éléments, notamment au regard, des événements, qu'on peut organiser, ou du partage des connaissances, effectivement, c'est ouvert à tout professionnel, de l'urbain, y inclus, ceux travaillant pour des départements. Concernant le seuil, j'ai fait une petite réponse effectivement dans le chat. Ce seuil est uniquement pour les villes qui candidatent à Action Innovante. Par contre, vous pouvez devenir ville transfert si vous le souhaitez. Ce seuil ne s'applique pas du coup dans ce cadre-là. Donc, si vous n'atteignez pas ce seuil pour être candidat à un projet Action Innovante, vous pouvez toutefois rejoindre finalement un projet innovant qui aurait été sélectionné pour suivre sa mise en œuvre et potentiellement l'adapter, le transférer sur votre territoire. Pour le reste de l'offre de l'initiative, c'est ouvert à toutes les villes, donc ce seuil ne s'applique pas. Voilà, sur cette question du seuil qui effectivement à chaque fois est une question qui revient et ce qui est tout à fait normal. Merci beaucoup. Je vous propose, on a déjà un petit peu débordé d'en arrêter là, sauf si Alain, Amélie, vous voulez reprendre encore une question que vous auriez vue apparaître. Sinon, on peut boucler ici. Juste peut-être un mot sur les seuils. On a le phénomène inverse aussi. Certaines régions ont demandé dans leurs appels à projets de ne pas dépasser un certain seuil. Certaines régions ont dit moins de 100 000. Et on a eu le retour inverse, bien entendu, de celles qui n'étaient pas éligibles pour dire ça ne va pas, pourquoi on se limite à 100 000. Et il y a des choix qui sont faits dans les autorités de gestion et encore une fois, ils sont souverains pour le faire. Tout à fait, c'est un point essentiel. Je vous propose qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Donc, comme je vous l'avais indiqué, on fera un peu notre devoir et on vous enverra un paquet de contenus. Donc, ces slides, le replay, les réponses écrites aux questions, des liens utiles, peut-être pour explorer un peu des projets similaires, des liens vers les autorités de gestion vers lesquelles vous tournez et où trouver les programmes opérationnels à creuser. Et puis bien sûr les liens vers l'initiative qu'Amélie nous a présentée. Merci à tous. Merci Alain, Amélie et Laura qui est déjà partie. Et bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.